Bonjour, il est 17 h et un peu plus à Yaoundé. Comme d'habitude, nous allons avoir une rencontre très édifiante pour parler des sujets qui sont liés à l'emploi, qui sont liés au marché du travail, qui sont liés à comment est-ce que les gens réussissent à structurer et à capitaliser sur leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir deux invités qui sont d'une qualité très rare. On a Baka qui est aujourd'hui un senior manager dans la vente pour un opérateur de télécom au Cameroun. Un opérateur majeur, si je dois vous donner un indice, je vous dirais qu'il est très associé au champion de MMA qui s'appelle Nganou. Et puis, on a Ousmane Soutia qui, lui, est directeur Afrique d'une très grosse multinationale qui fait dans le domaine ferroviaire et qui travaille dans plusieurs pays. Aujourd'hui, on a la chance qu'il soit au Cameroun. Il pourra discuter avec nous, parler de ce qu'il entend et ce qu'il comprend dans le mentorat. Donc, je vais rapidement vous poser des questions à Ousmane et à Bakar. Je vous demanderai tout simplement, quand on parle de mentorat, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Je commencerai peut-être avec Ousmane qui est le grand frère. Respectez le droit de naître, politique, on ne pas. Merci beaucoup, merci à tous. C'est vrai que j'avais déjà un schéma dans ma tête, il faut présenter la carrière, comment on a avancé, tout ça, pour introduire le mentor ou bien les mentors que j'ai eus, parce que le mentorat, d'habitude, on quitte d'un mentor à un autre, jusqu'à ce qu'on devienne soi-même mentor, c'est-à-dire jusqu'à ce que on tende vers sa limite, c'est-à-dire ta performance aussi, tu as envie de casser un tout petit peu. Donc, le mentor aujourd'hui, c'est celui qui inspire les autres. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'un monsieur que je ne connaissais pas, mais j'ai appris à le connaître, qui fait dans beaucoup de choses. J'espère qu'un jour, je vais travailler avec lui, mais je pense que c'est Alexis qui m'a parlé de lui pour la première fois. Comment il s'appelle là Alexis, le monsieur qui a amené le tournesol au Cameroun, là, comment il s'appelle? Pougala. Voilà, Pougala, voilà. Voici un exemple de mentor, en fait. Parce que lui, il fait même des coachings, voilà, c'est vraiment un exemple qui a appliqué et qui vous amène à faire comme lui, à faire comme... En fait, si tu vas vers lui pour développer certaines compétences, lui, il est prêt à t'accompagner jusqu'à un certain niveau. Ça, c'est un mentor. Et il ne faut pas... Tu sais, les gens confondent souvent un chef à un mentor. OK. En entreprise, la nature peut te donner un chef. Et moi, j'en ai eu quelques-uns. Je ne me suis jamais inspiré d'eux parce que tout ce qu'ils prônaient n'était pas clean, quoi. Je me rappelle, j'ai démissionné d'une boîte parce que mon chef direct et mon N+2 étaient des messieurs pas très propres, pas très clairs. J'étais obligé d'aller ailleurs pour travailler de façon plus saine. Donc, le mentor, on n'est pas obligé de l'avoir dans son entreprise parce que beaucoup vont penser qu'on trouve son mentor dans son entreprise. C'est en fait le coach qui te tend, c'est-à-dire qui te pousse à aller vers l'excellence. Je pense que si je peux résumer, qu'est-ce qu'un mentor? Parce que ta question est vraiment bien précise. C'est pas si Ça fait penser à quelque chose que j'ai écouté chez un monsieur qui s'appelle Idriss Aberkan. Il parlait d'un mentor qui n'a même pas vécu dans la même époque que lui. Lui, il a un mentor qui s'appelle Idriss Shah, qui est quelqu'un dont il connaît très bien la vie, du moins ce qu'on raconte de la vie de cette personne, et qui s'en inspire au quotidien pour prendre des décisions. Et on a vu même des hommes politiques, souvent qui s'inspirent de leurs prédécesseurs, des présidents, des ministres, pour savoir que quand celui-ci a eu telle situation, comment est-ce qu'il a réagi. Et souvent, on observe dans ce positionnement du mentor comme un positionnement de valeurs. Est-ce que sa moralité, est-ce que son cheminement, son processus, est-ce que c'est quelque chose vers lequel je veux aller? Donc, c'est très intéressant ce que tu dis. Et je veux justement poser la même question à Obaka pour savoir, selon toi, avec la hype qui est aujourd'hui autour de ce qu'on appelle un mentorat et consorts, c'est quoi ta vision c'est quoi exactement pour toi?
Merci Alexis. Je vais enchaîner en fait dans la même verve que Ousmane, en disant déjà que le mentor, c'est comme vous avez dit, hein, c'est quelqu'un qui vous inspire, mais surtout quelqu'un qui peut vous pousser à développer votre plein potentiel. Ça veut dire forcément ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez être au quotidien, que vous allez voir tout le temps. L'exemple que tu viens de prendre n'est pas tant. Moi, quand je vais citer mes mentors tout à l'heure, j'ai plein de gens qui m'ont inspiré dans ma carrière que je n'ai jamais vu. J'ai eu la chance d'échanger avec certains, mais certains sont des mentors, il y a des livres pour moi. Mais je vais faire la différence ici entre le mentor et le mentorat, parce que si on instaure le mentorat au sens propre du terme, là, ça devient une activité où on bâtit forcément une relation entre un mentor et un mentoré. Et cette relation permet au mentoré de développer ses perspectives, de développer sa vision, de développer ses connaissances. Parce qu'à la fin, comme disait Ousmane, il veut développer, il va atteindre son plein potentiel, il va atteindre son plein potentiel, être capable de développer tous ses talents. Donc, voilà un peu là où je positionne. Donc, je fais la différence entre le mentor, qui peut être général, et la relation même de mentorat, où en ce moment-là, on peut avoir un mentor précis, connu, avec qui on a des conversations et qui nous permet de développer notre carrière, et avec qui on définit un objectif de ce qu'on veut atteindre, et où il nous pousse vers là, qui est vraiment différent du coaching ou du parrainage, on va en parler plus tard. Donc, voilà un peu pour set un peu le ton, comme disait les anglo-saxons. Ce que je voulais ajouter au propos préliminaire doucement. Maintenant que le décor est posé, on a une idée de ce dont on va parler. On sait exactement de quoi on va parler. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Qui est Kouotou Aboubakar Sidiki? Professionnellement, humainement, qui es-tu? Bon, Kouotou Aboubakar Sidiki, c'est un Camerounais. Moi, j'aime toujours avoir le verbe jeune sur moi. Moi, je suis un Camerounais, grandi, étudié au Cameroun. J'ai eu la chance de faire l'école polytechnique, donc je suis de formation ingénieur. Et même si le monde de l'emploi n'a pas voulu que je sois toujours forcément un ingénieur, mais un ingénieur de formation, donc ça veut dire que j'utilise mes connaissances un peu dans tout ce que je fais. Mais aujourd'hui, comme tu demandes un peu le parcours et tout, aujourd'hui, je bosse dans une entreprise de télécom, comme tu as dit au début, en tant que sous-directeur des opérations, donc dans le département business. Département commercial entreprise, mais j'ai eu la chance de rouler ma bosse dans plusieurs domaines. Je suis un ingénieur informaticien, donc j'ai eu la chance d'abord de développer des solutions informatiques. Et plus tard, je me suis retrouvé dans un domaine totalement différent qui était le marketing, puis la communication d'entreprise. Puis je suis revenu à la banque à travers la vente et continué sur les télécoms avec la partie vente aussi. Donc, ingénieur commercial à la base, et puis je me suis retrouvé à la tête des opérations. Voilà un peu mon parcours professionnel. Humainement, je suis marié et père de 2 enfants, un garçon et une fille. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup. C'est un parcours très inspirant parce que tu es allé dans l'informatique, puis la banque, puis les télécoms. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est très ouvert, très curieux. Aujourd'hui, tu es dans la vente dans une boîte de télécoms. Parce que les gens, si tu dis je suis dans les télécoms, on se dirait que bon, peut-être tu es dans l'informatique, dans une boîte de télécoms, mais tu es qui fait la vente dans une boîte de télécoms. Donc, c'est très intéressant. Et je vais demander plus ou moins la même chose au grand frère Ousmane. Qui es-tu et quelle est ta première expérience de mentor? Un instant, je vais remettre ton micro, apparemment tu l'as perdu. Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Ok, c'est bon. C'est parfait. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, désolé encore. Ça, c'est Alexis qui m'a bloqué. Je ne voulais pas que je parle. Moi, c'est Soutia Ousmane, Abdoulaye Chouaibou. Je dirais que je suis un Camerounais moyen. Un Camerounais moyen, mais qui tente toujours à chercher l'excellence dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, durant tout mon cursus, que ce soit de la maternelle à l'université, je ne sais pas si j'ai été premier 2 fois, 3 fois. J'ai toujours été moyen. J'ai toujours été moyen, mais je pense que c'est un bon parcours. Pourquoi? Parce que
j'ai vécu vraiment avec tout le monde. Avec ceux qui étaient très intelligents, je sais comment ils réfléchissent. Avec ceux qui étaient moins intelligents, je sais aussi comment ils réfléchissent. Donc, j'ai après le bac fait Polytechnique, comme quelques-uns parmi vous. J'ai réussi à finir à Polytechnique en faisant le génie mécanique. Ma première expérience, c'est dans le groupe Sondia, Sosucam. J'étais recruté comme cadre à l'unité de production. Et j'ai fait une expérience d'1 mois parce que l'entreprise avait ses hauts et ses bas et ne voulait pas d'un reporting clair parce que j'étais chargé de faire le reporting de la production et des activités. Donc, j'ai été invité à partir d'une façon africaine. C'est pas professionnel du tout. Parce que quand le directeur adjoint de l'usine envoie le cuisinier te dire, tu sais, il y a beaucoup de jeunes comme toi qui sont venus, ils sont morts, soit empoisonnés, soit ils ont trouvé un serpent dans leur chambre. Ça. En fait, tu t'invites à partir. J'ai accepté l'invitation, je suis parti et heureusement, j'ai eu juste après une deuxième expérience dans le groupe AES Sonel. Okay. Et là-bas, j'ai fait 5 ans. En fait, à l'école déjà, j'espérais faire 5 ans dans chaque boîte et puis ouvrir ma boîte. Ça, c'est ce que tout le monde a quand on est à l'école. Et effectivement, j'ai fait 5 ans à la Sonel. Je suis quitté de là parce que il y avait, comment dirais-je, les objectifs de l'entreprise n'étaient pas exactement les objectifs de mes patrons. OK. Voilà. Et ça n'arrivait pas à passer, quoi. J'essayais. Je voulais entrer dans leur gamme, mais je n'arrivais pas. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça. Je ne dis pas que je suis très honnête, hein, mais je ne voulais pas. Donc, j'ai postulé pour un poste à Camrail, qui est une boîte de niveau inférieur en termes de chiffre d'affaires. Et ils m'ont recruté comme responsable adjoint dans une usine à Delabo, à l'Est Cameroun. C'est-à-dire, je travaillais à Douala. J'ai accepté d'aller en brousse, mais pour travailler et gagner vraiment la sueur de mon front, quitte à avoir des avantages, mais des avantages justes. Voilà. Donc, je suis allé là-bas. J'ai fait aussi 5 ans. Et après les 5 ans, j'ai été sollicité au Gabon pour construire et installer une usine pour produire des traverses en béton armé. Donc, je suis allé, j'ai construit l'usine, j'ai installé et j'ai géré l'usine pour un temps cumulé de 6 ans. Okay. Et là, depuis février, je suis revenu au Cameroun où j'ai installé aussi une usine à Madagascar. En fait, je les avais aidés déjà dans la construction, en faisant la conception même. Et à partir de février à aujourd'hui, donc j'ai installé en utilisant Teams. C'est ceux qui parlent de Madagascar, pas le quartier, ils parlent du pays. Non, pas le quartier Madagascar, juste en bas de l'Afrique, là, il y a un grand pays. Mais voilà, donc je les ai aidés à installer leur usine. Et depuis février, je fais le coaching à distance, c'est-à-dire je les appelle à 4 heures du matin, heure d'ici, comme on a 2 heures de décalage. Donc, chaque matin, mes horaires, c'est de 4 heures à 10 heures, je suis avec eux. Ils prennent 2 heures de pause. Après, ils reviennent à midi. Donc, de midi à 15 heures, ils arrêtent. Donc, voilà. Et je suis obligé, bon, pas obligé, dans le contrat, je dois les accompagner sur 6 mois. Okay. Donc, j'en ai encore 4 mois à travailler devant mon ordinateur. Ça me plaît bien parce que depuis près de 10 ans, je n'ai pas vécu avec ma femme et mes enfants. Et si je peux parler un peu de ça, marié et père de 4 enfants et une gestation en cours. Donc, bon, j'espère que 5 bientôt. Et tout ça, c'est le Covid, hein, parce que je suis là depuis février, là. Et je pense que la gestation a plus ou moins l'âge de ma présence au Cameroun. Voilà. Pour revenir maintenant sur les mentors, si j'en ai eu. Effectivement, j'ai eu des mentors, j'ai été mentoré. Le premier, c'est un mentor que j'ai croisé dans mon travail, quoi. C'est-à-dire, c'était mon chef. C'était pas parmi mes premiers chefs, mais un de mes chefs qui était vraiment exemplaire. Tu sais, à un certain moment, la partie technique, tu peux l'acquérir.
tu peux lire dans les livres, tu peux ceci, tu peux... C'est facile d'acquérir vraiment beaucoup de choses en lisant, en faisant des formations et autres. Mais maintenant, le mentor que j'ai eu, c'est un monsieur qui m'a aidé, le tout premier, hein, il m'a aidé à chercher l'excellence. Parce que la différence qu'il y a entre deux ingénieurs aujourd'hui, ou deux personnes, parce que laissons même l'ingénieur, c'est l'excellence. La recherche de l'excellence, c'est vraiment ce qui nous différencie les uns des autres. Et mon premier mentor a d'abord travaillé sur ça. Et la deuxième chose qui m'a aussi donné, c'est, comment dirais-je, la discipline. C'est-à-dire, chez moi, à l'usine, tout le monde vient à l'heure. Tu viens à l'heure, c'est pas que je t'aime pas. Je t'aime bien, on cause. Et tout le monde voit, je peux t'appeler même pas à ton petit nom. Mais tu viens à l'heure. Okay. Tu viens à l'heure, tu travailles, tu rentres chez toi et tu ne bois pas. En fait, il m'a donné la discipline. Je vais revenir dessus, sur les détails, en fait. Les détails. Ce que tu recherches. Parce que mon mentor et moi, on n'a presque jamais parlé de technique. Tu vois un peu? Mais si j'ai un problème technique, il sait m'orienter. Bon, vas-y, cherche à tel endroit, cherche tel livre. Il peut m'acheter un livre. J'ai connu des personnes, pour en finir avec cette partie, j'ai connu des amis même qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des mentors, se sont réfugiés dans les livres. Okay. Le livre est bien écrit. Le livre te dit comment faire, mais le livre n'a pas cette sensibilité-là de ce que tu vis. C'est-à-dire, dans le livre, par exemple, ton mentor va te dire va à gauche, va à droite, mais il va oublier de te dire que bon, quand il y a le corona, voilà comment il faut faire. Okay. Ils ne peuvent pas te permettre de t'adapter. Tu vois un peu? Okay. Voilà. Donc, j'ai des amis qui se sont réfugiés dans les livres et au premier blocage, ils n'arrivent plus à avancer parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Okay. Alors qu'un mentor qui a plus d'expérience que toi et à un certain niveau, quand tu vas te rapprocher de lui, tu vas voir que le mentor ne te donne plus de conseils. Il vient lui-même vers toi pour que vous échangez, pour prendre en compte effectivement ce que tu dis parce que tu deviens beaucoup plus pertinent. Okay. Voilà. Voilà. Donc, comme le parent qui ne te porte plus, mais qui te laisse maintenant marcher à côté de lui. Exactement. Exactement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut juste noter quelque part que ceux qui prennent les livres de coaching, parce qu'il y a beaucoup de livres de coaching, c'est pas évident. C'est pas évident. Il n'y a pas la sensibilité dans le livre. Exact. Il n'y a pas la sensibilité. Il y a... Voilà. Par exemple, Alex, je veux... Je vois des gens en attente, je vois des gens se plaindre en ligne là. J'ai vu juste une personne que j'essaie d'admettre depuis, je n'arrive pas. Bon. OK. Donc, en tout cas, toi, quelle est ta première expérience? Ta première expérience de mentor? Ton premier mentor, c'était qui? Comment ça s'est passé? Abouaka ou moi? Moi, mon vrai premier mentor, c'est un camarade de promotion de génie mécanique comme lui. C'est la première personne qui m'a poussé à ne pas me limiter. Ma première expérience, c'est quand j'étais à l'école. J'ai été président du comité d'organisation de la semaine culturelle de ma promotion pendant que j'étais à l'école. J'avais un aîné, apparemment c'était aussi le président de la promotion, qui a décidé comme ça de nous épauler. Okay. La première fois, j'allais peut-être pas à l'école, en 2007, tu étais déjà là ou pas? Tu étais déjà là. Il nous a poussé dans la réflexion. En fait, c'est après quand j'ai appris la notion de mentor que je me suis rendu compte que c'était mon vrai premier mentor. C'est-à-dire, on a organisé une classe culturelle, on avait beaucoup de conversations avec lui. Il n'entrait jamais dans l'organisation détaillée, il nous parlait juste de quelques objectifs, qu'est-ce qu'on allait faire. Et il nous a poussé au point où on a organisé la semaine culturelle de politique, la soirée de fin, on parlait des conférences. Je ne sais pas si
c'était une expérience unique pour les gens de l'école. Ça n'était jamais arrivé avant qu'on sorte des cas des petits hôtels et tout. Je ne trouvais pas des congrès en train de faire la soirée de côté. Ouais. Voilà, je me suis rendu compte, voilà quelqu'un qui te pousse à l'excès, qui te pousse à mettre le dimensionnement de ton événement. On a même changé le format. À l'époque, à Polytech, la semaine culturelle, c'était, on terminait par la kermesse et puis la soirée le même jour. Dans les conversations, on s'est rendu compte que ça devait être lourd. On commençait la semaine culturelle par la kermesse. C'est-à-dire de samedi à samedi. Le premier samedi, on fait une kermesse, on fait des activités qu'on connaît. Et puis le dernier samedi, on est focus vendredi, parce que l'événement se fait souvent vendredi à l'école, la soirée culturelle, comme on dit souvent. Samedi, mardi à la kermesse, et le soir encore, les gens partent à la fête. C'est fatigué. On a un peu inversé. À quel niveau un mentor pousse à réfléchir, à recalibrer, à reproposer, à retester. C'était une belle expérience. Il est resté mon mentor pendant longtemps. Après le diplôme, c'est la personne qui me tient la main. Il vient, elle doit la rester avec moi. Il ne m'a jamais coaché. Il est mécanicien, je suis informaticien. Donc, on s'est tous retrouvés pendant les projets. Il m'a parlé de la gestion de projet. J'ai dû limiter. Il m'a inspiré. J'ai fait le PMP de l'UNITM en 2013 comme lui. Mais ça n'a jamais été une discussion technique entre lui et moi. Ça a toujours été vraiment ça. Et la fin de Ousmane m'a beaucoup amusé parce que justement aujourd'hui, j'ai un peu beaucoup pris de dimension des aspects leadership. Et parfois, il vient discuter avec des problèmes de leadership, de business model. Je me raconte, hey, tiens, ça commence à changer. C'est plutôt le mentor qui me pose des questions. Exact. Mais je dis, waouh, là, je sens que j'ai plus du galon. Donc, c'était vraiment mon premier mentor. C'est un grand fait. Et là, c'est une question que je vous pose à vous deux. Est-ce que vous pensez qu'un bon mentor permet de former un autre très bon mentor? Parce que de ce que vous me dites, vous avez eu de très bons mentors et vous-même, vous êtes devenus des bons mentors. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation de cause à effet dans cette situation-là? Bon, je ne sais pas si je peux... Vas-y. Non, moi, je vais dire que la relation de mentorat, c'est une relation, c'est une relation. Voilà, c'est-à-dire, c'est toi le mentoré, le mentor qui aime bien développer son mentor, mais toi le mentoré qui doit faire beaucoup d'efforts aussi. C'est-à-dire, il ne peut pas décider que tu deviens excellent. Si tu as une conversation avec ton mentor, tu te donnes des pistes de réflexion et que tu refuses de travailler dessus, tu ne vas pas te développer. Donc, la plupart du temps, dans la relation de mentor, c'est toi qui viens avec le problème, en fait. Okay. 90% c'est moi qui vient vers mon mentor avec une situation et il me permet d'explorer les différents angles par rapport à son vécu, par rapport à son expérience, et il me pose des questions, il m'écoute, et il me permet d'explorer des pistes, il me permet de compter. Parfois, s'il a des relations, il peut me débloquer certaines situations parce qu'il est passé par là, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, du coup, tu excelles parce que ton mentor, dans les conversations, tu apprends de lui, tu découvres des lectures, tu testes et tu interprètes à ta manière parce que à la fin, c'est une relation très personnelle de développement. C'est-à-dire, tu utilises un mentor, tu exploites votre relation pour te développer, mais ton développement dépend que de toi. Donc, décide de devenir un meilleur leader, un meilleur manager. Ce n'est pas mon mentor qui va s'asseoir. Ce n'est pas mon manager, comme disait Sotia tantôt. Ce n'est pas mon manager, ce n'est pas lui qui me développe qui me dit chaque jour que tu vas faire X, Y, Z. Non, il me donne des pistes et maintenant, je vais me développer. Donc. Okay. Et quand tu as la chance d'avoir un bon mentor qui t'inspire, c'est bien, mais à la fin, le développement ne dépend que de ta détermination. Exact. Ousmane? Oui. Là, je continue directement avec ce qu'il dit, hein, parce que je n'enlèverai même pas un mot. J'ajouterai juste que le mentor aujourd'hui, c'est, je dirais, cette personne-là, n'est-ce pas, qui te permet de te surpasser. Et comme on est des hommes, on cherche à se surpasser pour être meilleur. Et quand tu es meilleur, tu es un meilleur mari, tu es un meilleur homme pour la société. Parce que il ne faut pas qu'on ferme la réflexion sur l'aspect professionnel. Parce que le tout, ça forme un en fait. Le bon mentor, c'est celui-là qui te permet de te surpasser, de t'améliorer, tant sur le plan professionnel que humain. Parce que si, par exemple, tu as un mentor qui a une vie pas très stable, très vite, vous allez vous séparer. Parce que tu vas vite aspirer cette partie professionnelle et après, il n'aura plus rien à apprendre.
C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un durer avec son mentor, c'est ce monsieur-là qui excelle, et ça, c'est vraiment le mentor qu'il faut à tout le monde, hein, tant professionnel que humain. C'est un monsieur qui est vraiment un bon père de famille, un monsieur, ainsi de suite. Et moi, j'ai cette chance-là que le dernier mentor que j'ai eu, parce qu'il faut aussi noter qu'on change aussi de mentor, hein. On change de mentor au fur et à mesure. Quand ton mentor devient ton copain et ton collègue, je pense que c'est le grand moment pour que tu trouves un autre pour aller à une étape supérieure. OK. Voilà. Et selon toi, comment est-ce que cette relation-là se construit? C'est-à-dire, tu es une jeune personne, tu es sur le marché du travail, tu as des soucis, tu as des difficultés. Comment est-ce que toi, en tant que personne désireuse de trouver des solutions, comment est-ce que tu trouves un mentor? Comment est-ce que la relation se bâtit? Est-ce que tu, de par ton expérience, est-ce que tu as remarqué un schéma qui se répète? Oui, en fait, le truc est que déjà, si tu identifies par rapport au domaine dans lequel tu es, parce que sur la vie quotidienne, on est tous pareils, mais sur le domaine où tu es, le bon mentor, c'est celui qui a au moins le niveau académique tu prétends présenter, en fait. Donc, tu identifies quelqu'un et tu vas vers lui. Si tu as la chance que sur le plan professionnel, vous travaillez ensemble, tu te rapproches de lui. Si c'est un monsieur qui ne travaille pas avec toi, mais qui est à côté, tu vas vers lui, tu dis, bon, voilà, excuse-moi, je me présente, je suis tel, voilà ce que je veux et je pense que tu peux me donner des conseils. Voilà. Tu trouves une manière de te rapprocher de cette personne-là et je pense qu'elle va accepter de te donner d'abord des premiers conseils et maintenant ta détermination et ta capacité à te surpasser, à lui montrer que tu as appliqué ce qu'il dit et que tu avances. Je pense que ces éléments vont lui permettre de t'accepter comme mentoré. Voilà. Et selon toi, Waka, est-ce que tu as une expérience similaire que tu peux partager avec nous? Non, moi, j'aime beaucoup l'approche terre sincèrement. C'est vrai que je suis beaucoup Kaiko parce qu'il va droit au but, en fait. Il n'est pas dans les concepts, il va droit au but. Il dit ce qu'il faut faire. Parce qu'en réalité, dans une relation de mentorship, il faut un but. Il faut un but. Donc, tu ne vas pas avec quelqu'un juste pour le plaisir de dire que grand frère, j'apprécie ce que tu fais, je veux que tu deviennes mon ami. Non. Parce qu'il a déjà ses amis. Parfois, c'est quelqu'un qui ne peut pas le dire. Voilà, donc tu aspires à te développer et tu penses que la personne que tu vises comme mentor a parcouru des choses que tu n'as pas encore vécues. Ça peut être un niveau académique, comme ce que tu disais, qui est important, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est professionnellement s'est développé très vite. Comme on parle de mentorship professionnel, parce que il y a beaucoup de la glissade vers le côté humain. Vraiment, pour moi, c'est un critère. C'est-à-dire le côté humain est critique. Moi, on vit pour devenir de meilleurs hommes. Moi, en tout cas, moi, c'est ma philosophie. Et donc, Voilà. je vais vers me développer à la fois en tant que professionnel et en tant qu'humain. Et même mon style de management au boulot, c'est ça. C'est pour moi, c'est si j'ai un manager sur moi qui menace les hommes, on va avoir de sérieux problèmes. Voilà. C'est ça. Donc, pour revenir dans ce que tu disais, Alexis, je dis donc pour qu'une relation de mentorship réussisse, il faut que vous y alliez avec un but. Si vous identifiez quelqu'un qui peut vous mentorer, qui a le temps de le faire, il faut définir d'abord ce que vous attendez de la personne avant d'aller vers la personne. Moi, je vais te prendre un exemple. Moi, j'ai un mentor que je n'ai jamais rencontré. En 2014, je quitte la banque où je travaillais en tant que responsable de la banque en ligne produit pour passer à un quelconque où je deviens ingénieur commercial. Et en fait, je retrouve mes sensations d'ingénieur parce que je bridge tout ce que j'ai fait pendant les 5 dernières années après l'école. Donc, j'ai un peu développé après les 3 ans d'après, j'étais dans le commerce. Okay. Je reviens vers l'ingénierie. Ce que j'aime, parce que je n'ai pas fait Polytech pour le plaisir de faire, j'aime être ingénieur. Ça me plaît. Et là, j'ai un bridge. Je trouve un boulot qui bridge l'ingénierie et le commercial. Mais je me rends très rapidement compte dans l'entreprise où je travaille que mon métier n'est pas compris. En fait, c'est un visionnaire qui est arrivé à la tête de la boîte et qui a pensé qu'il fallait des ingénieurs commerciaux parce qu'on vend les solutions techniques, on est en train de transiter. C'était vraiment un visionnaire. Aujourd'hui, c'est voilà.
Et donc, je suis un peu, je bouquine Google, je trouve le livre. Je trouve le livre de John Kerr, Mastering Technical Sales, parce que c'était mon titre. OK. C'est Technical Sales Manager. J'ai lu le livre de John Kerr. Je n'utilise pas mal ce qu'il fait. Bon, je suppose que c'est mon guide. Je travaille avec ça. Ça m'aide à développer. 2 ans plus tard, mon manager démissionne et je veux postuler comme manager. Et je me souviens que j'ai quand même lu le livre de quelqu'un et ce livre m'a beaucoup apporté. Je prends mon courage, je lui tape un mail. Je lui dis bonjour John, c'est Aboubakar, je suis au Cameroun, j'ai lu ton livre, voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'utilise ton livre. Mais mon manager est parti et je compte postuler pour le remplacer. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc, je viens venir avec moi un but précis, je veux devenir manager technique. Et je veux m'assurer que je suis prêt, qu'il me donne les éléments pour être prêt. C'est vrai que c'est à la frontière entre le coaching et le mentorat, ce que j'ai demandé au début, parce que c'est tout ce qui me coach, que je me prépare à devenir manager. Mais on n'a jamais une relation de coaching. Il m'a envoyé quelques éléments, mais il m'a fait un très beau mail. Je t'assure, j'ai archivé ce mail en réponse pour me donner les titres, me dire ce que c'est qu'un manager, pour me questionner, c'est-à-dire, tu t'attends à ce que quelqu'un te dise que non, pour devenir manager, bon, lis ça, tu te prépares, tu vas aller passer, prépare tes choses. Non. Tu me poses des questions essentielles. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour les gens? Est-ce que tu es prêt à ceci? Il m'envoie un livre de... Non, il m'envoie le livre après, parce qu'il m'envoie quelques questionnements là qui me font me remettre en question. Il m'envoie quelques liens vers son blog, où je lis quelques articles, j'ai des questions, je réfléchis, je prépare mon entretien. Avec le questionnement, moins avec les outils. Par la grâce de Dieu, je deviens manager. J'ai lui créé dans un mail de remerciement pour que je sois maintenant manager. J'avais fait un plan de 90 jours. C'est pas lui, c'est d'autres zéniths qui m'avaient conseillé de faire. Maintenant, il faut que je me mette à l'œuvre. Comment je fais? Il m'envoie un article de HBR encore. Pas de coaching, pas de méthode. Steve de Rookie Manager. Je lis cet article et je compte sur toi pour être terminé. Et voilà comment je fais de John Kerr un mentor de temps en temps. Quand j'avais des problèmes de définir la performance des équipes, je dois définir la performance, j'ai quelques challenges pour avoir des questions de performance. Il ne m'amène jamais. Je ne parle pas avec lui parce qu'il a l'écoute. Je vais dire, c'est quoi on discute, c'est quoi la performance, comment un manager doit assigner les questions de performance. Voilà, on discute, mais c'était plus un mentor, moins qu'un coach, parce que j'aime bien faire la performance, parce que le coach est plus orienté performance, qui veut te rendre meilleur dans certains de tes skills, de tes capacités. Mais le mentor, lui, son objectif, c'est de te développer, de te faire réfléchir, de te faire avoir une vue plus large. C'est vraiment comme ça que John Kerr, du coup, j'ai décidé de... Puis, du coup, quand j'ai appris la notion de mentorat il y a 2 ans, où j'ai vraiment fait une formation dans le mentorship, une formation j'ai commencé à rencontrer quelqu'un qui sont même mentors. Et qui ont écrit John Kerr, il est mentor. Donc, c'était pour un peu pour te dire une relation réelle où j'ai vraiment, là, c'était vraiment un mentorat formel, moins le premier mentorat qui était plus un mentorat circonstanciel qui est arrivé et que j'ai développé avec le temps. Là, c'était vraiment un mentorat formel. Notre relation avec John se limite à ça et de temps en temps, tu peux nous voir commenter des actifs ensemble sur LinkedIn, il me mentionne parfois, etc. Ouais. Et Alexis, tu sais, on a presque eu la même expérience avec nos mentors, sauf que le mien, il était en présentiel en fait. Et si je peux prendre mon exemple, c'est que je gérais une usine à l'Est, Cameroun, et j'avais un projet où il fallait monter des massifs. Mais c'était en 3 lots. Le premier lot, c'était ceux qui faisaient le génie civil, qui devaient faire les massifs et cela. Le deuxième lot, c'était les topographes qui devaient tout faire pour que les massifs soient aux endroits bien positionnés. Et la troisième équipe, c'est l'équipe mécanique. Et on avait, je crois, 5 mois pour faire ce travail. Les 2 premiers mois, ça patine. Personne ne travaille. Pourtant, on a tout fait comme c'était écrit dans le manuel de procédure des achats. Hein. On a fait une consultation, on a recruté techniquement ceux qui pouvaient. On a pris financièrement le moins disant. On a négocié tout ça. Sincèrement, on a tout fait comme il fallait. Ils sont venus, ils se sont installés, on leur a donné des espaces et autres. Et j'attendais, j'ai lancé les chantiers, on attendait. On dit, après une semaine, vous devez être à tel niveau. Personne n'arrivait à ce niveau-là.
Après 2 semaines, à tel niveau, personne n'arrivait à ce niveau. Et c'est là où donc, mon mentor entre en jeu. Je l'appelle, je dis, mais tu sais, ça ne va pas. Il y a tout, on a fait comme il faut. Il me dit, mais Ousmane, ça ne va jamais marcher. Je dis, comment ça? Il me dit, il faut que tu entres dans leur équipe. C'est-à-dire, oublie que tu as fait des bons de commande, que les gars vont être payés pour ce travail-là, mais tu dois encadrer toutes ces équipes-là individuellement et tu dois être la courroie pour toutes les 3 équipes. J'ai commencé à faire des réunions, comme il m'a conseillé de faire avec les gars, à descendre sur le terrain, checker leur travail, à vérifier que tout le monde est là à l'heure et ainsi de suite. En fait, je faisais leur job. Okay. Mais mon travail finit dans le temps. C'est-à-dire, sans le coaching de ce mentor que j'ai eu à Cambrai, je pense qu'on aurait fait 1 an, le projet n'aurait pas fini. Parce que je n'avais pas cette expérience-là. Je sortais d'un endroit où je faisais le reporting des activités, où il fallait respecter les procédures, respecter le canevas et ne pas sortir de là. Non, il m'a expliqué que sur le terrain, c'est vrai que tu dois mettre le canevas, mais tu dois sortir de là. Tu dois être dans les équipes de tes sous-traitants, sans qu'il y ait collision, voilà, sans qu'il y ait collision financière. Mais tu dois les coacher jusqu'au bout. Et ça, je ne savais pas le faire. Je ne savais pas qu'il fallait le faire. Okay. Tu vois un peu, ça, c'est ma première expérience et ça m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, on parle souvent des parents en entreprise. On parle des parents. Quelle est la différence entre le parent qu'on te donne en entreprise et un mentor ou un coach? Quelle est la différence? C'est vrai que nous, on a tout inversé. Hein? On a tout inversé parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit parent, là, les gens pensent au secte, pensent à ceci, pensent à cela. Mais parent, je préfère qu'il y ait parent au niveau des écoles et des formations, des cursus et autres. Et mentor au niveau professionnel. Parce que quand tu es parent, ça veut dire que c'est comme un enfant que tu encadres, quoi. Bon, pas un enfant, j'exagère un peu. Voilà. Mais je pense que professionnellement, je préfère le mot mentor. Parent, c'est vraiment pour l'encadrement. Pour l'essai. Voilà. Ok. Juste pour compléter, vraiment, c'est ça. Moi, j'ai appris la notion de parent pour la première fois quand j'étais appris. Bon, n'ayant pas la chance d'être chrétien, parce que bon, chez les chrétiens, c'est une notion qu'on apprend plus tôt, parce qu'on parraine un enfant pour le baptiser. Ouais. C'est la politique que j'ai la notion de parrain, on disait que les 2e années, parrain des premières années, et puis après, tu vois, en fait, le parrain, c'est un peu comme celui qui t'introduit quelque part. Aujourd'hui, bon, dans le monde professionnel, parfois, tu entends les gens disent qu'ils sont parrainés, mais c'est plus les gens qui trouvent une porte. Le parrain peut trouver une porte. Mais bon, ça se limite à ça. Mais le parrain ne développe pas. Okay. Exact. Or, le coach, par contre, c'est bien de faire la différence entre le mentor et le coach. Parce que le mentor, lui, il est concentré sur l'individu, l'homme, qui veut développer l'être humain. Alors que le coach est concentré sur les capacités, sur les skills, sur la performance. Le coach veut que, si c'est qu'on fait par exemple le situational leadership, le staff, quand tu as, quand tu fais le diagnostic de ton élément, il peut être un D1 ou un D2 ou un D3, c'est une question qui est un peu technique, c'est quelqu'un, quand tu es un gars en D2, par exemple, que tu dois coacher, tu dois insister sur le fait qu'il doit être capable de prendre cette décision lui-même pour le temps quand tu lui donnes des décisions, contrairement au gars qui est en situation de débutant, donc D1 où tu dois être directif. Alors, le coach, c'est vraiment ça, il s'occupe, il dit, OK, moi, je vais te développer dans quel domaine, il te donne un objectif et il développe tes capacités. Je peux prendre un exemple, c'est la rédaction des rapports. Soutien de prendre l'exemple dans la gestion des partenaires, c'est son mentor, mais qui a aussi à un moment été, mais il n'est pas venu le suivre chaque jour comme Ousmane, est-ce qu'aujourd'hui tu as réunion avec le non, là-bas, c'est pour ça que ça mentor. Il a donné une piste. Maintenant, lui, il a implémenté. Mais c'était son manager, il devait lui demander chaque jour, chaque semaine, de dire combien de réunions tu as fait avec les partenaires aujourd'hui, combien de réunions tu as fait avec les sous-traitants aujourd'hui, pour voir s'il est vraiment en train de prendre en main. Donc là, ça devient le coach. Donc, il y a cette première différence au niveau entre le mentor et le coach, le mentor qui se focalise sur ton développement, sur l'individu, sur la personne, et le coach qui se concentre plus sur la performance. Donc ça, c'est l'un des points très importants de différenciation si je peux me permettre. Et maintenant, une question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que c'est un risque, est-ce que c'est un danger si mon N+1
est mon mentor? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de... Est-ce que c'est un problème ou est-ce que finalement c'est une très belle opportunité d'avoir un plus un qui est son mentor? Je n'ai pas encore compris la situation. Hein. Peut-être que Ousmane qui est notre aîné, qui a un peu plus de vie que nous. Par la suite, il est devenu mon N+1, mais avant, c'était mon N+2. Okay. Bon, moi aussi, j'ai vraiment eu la même expérience. Vraiment, c'est bizarre. On n'a pas discuté avant. J'ai aussi un mentor qui a vraiment été vraiment un mentor qui était mon mentor avant. Quand j'ai commencé à faire les startups, je l'ai rencontré en tant que startupper. Quand je travaillais à l'époque chez un brasseur, en même temps, je startupais, donc il est devenu mon mentor à l'époque. Et il me guidait un peu dans le domaine de la technologie et tout, des conférences et autres. Et bon, comme la force des choses a voulu qu'un jour je devienne son N-2 au travail. Et donc, il est resté mon mentor. Aujourd'hui, il reste mon mentor. C'est un aîné qui a beaucoup vécu, beaucoup d'expérience. Il n'est plus dans ma ligne de ma vie. Mais quand je suis venu vraiment son N-1, c'était j'ai un peu essayé de distancer cette relation de mentor pour ne pas me sentir favorisé. Parce que Ousmane parlait au début d'excellence. Ouais. C'est très important de savoir faire la part des choses. Au risque de devenir, de te prendre pour le fils de ton boss, alors qu'en réalité, ça reste un mentor, ça reste et aussi ton manager, et donc tu dois savoir faire la part des choses. Et maintenant, et souvent, quand j'ai eu cette situation, je t'explique, Alexis l'a dit, la dimension mentor, je l'ai maintenant gardée vraiment purement dans le côté humain. Sur le boulot, ça devenait vraiment, je venais avec des situations de travail où j'ai besoin de coacher pour vraiment qu'ils ne se mettent plus en dimension de moi, je te donne les pistes par, mais que là c'est toi le N+1, tu dois exactement, de temps en temps, si je suis en situation de coaching, vraiment me prendre la main et me montrer 2-3 choses que j'avance dans l'entreprise. Alors, le mentor a l'habitude de savoir que tu te bases sur lequel est bien ton N+1. Parfois, il a tendance à oublier que sa signature et les escalations de temps en temps aussi les gérer, c'est dire que tu gères tout. Parce il oublie que là, il est ton N+1 et que voilà. Quand tu as posé la question, je ne pas revenu, mais après, je me suis rappelé que si, j'ai eu à vivre ce petit moment-là aussi. Mais Ousmane, tu comprends exactement la situation. Tu nous as parlé de ton expérience dans la carrière à Belabo, de ce que tu as travaillé pendant presque 11 ans, dans des environnements plus ou moins hostiles. Avec, bien sûr, il y a une cohabitation qui se fait entre des groupes qui ont des niveaux d'instruction très différents. Parce que là, tu as des groupes qui sont pas très instruits, qui ont certains savoir-faire manuels. Tu en as qui sont beaucoup plus des cadres d'un niveau très élevé. Donc, comment est-ce que dans cet environnement-là, ça peut se construire, cette relation de mentor-poulain? Parce que les gens étant dans un environnement reculé comme celui-là, c'est difficile de s'extraire et d'aller chercher quelqu'un sur la Lune. Comment est-ce que c'est faisable? Bon, c'est vrai que en ce qui concerne mon expérience à Belabo, c'est beaucoup plus... le mentor devient plus un coach qu'un mentor. Parce qu'en réalité, quand les gens viennent vers toi, c'est pour que tu les coaches en fait. Ils ne viennent pas pour que tu sois le mentor. La chance que j'ai eue ou bien comment j'ai vécu ça, c'est que là-bas, on n'avait pas besoin de cadre supérieur en fait. Et il y avait beaucoup plus de techniciens supérieurs et 80% c'est des ouvriers. En réalité, une entreprise bien constituée, c'est-à-dire en usine, tu dois avoir beaucoup d'ouvriers, quelques agents d'encadrement, quelques agents décideurs et le directeur, c'est tout. Tu vois? Donc, si tu prends 80% de mon personnel qui, c'est des ouvriers, en fait, ils ont plus tendance à venir demander un coaching. C'est-à-dire, personne ne vient vers toi comme un mentor, pour être mentor. Et tes adjoints, d'habitude, ils font la petite guerre pour te remplacer, sachant que tu n'es pas éternel, quoi. Donc, tu n'es pas le mieux placé pour être le mentor. Tu vois, ils cherchent des mentors ailleurs qui vont leur donner... Mais ça, c'est vraiment, comment dirais-je, la déformation, je dirais, africaine, ou je ne sais pas, mais
quand tu as un chef, tu te dis que pour le remplacer, il faut mettre des fois des petits bâtons dans les roues et autres. Mais ça, il te faut un mentor extérieur, quoi. Ok, ok. Donc, mes adjoints directs n'avaient pas besoin de moi comme mentor parce qu'ils étaient occupés à autre chose. Et juste après eux, c'était les agents, les techniciens supérieurs, les agents d'entretien, d'encadrement moyen et les ouvriers. Donc, j'étais vraiment beaucoup plus coach là-bas que mentor, quoi. Ok. Donc, je n'ai pas trop vécu. Par contre, je suis mentor de plusieurs personnes, mais qui ne sont pas dans mon domaine. D'autres sont dans l'agriculture, d'autres sont même en informatique. J'ai un jeune qui m'a abordé récemment, que je vais même te présenter certainement, qui veut faire une petite start-up et autres. Voilà. Donc, c'est pas facile. Je construis l'encadrement de quelques-uns, comme on a construit mon parcours. Et comment est-ce Parce que que, ça se passe quand la sélection, quand des jeunes comme ça viennent vers toi, comment est-ce que tu fais pour qu'à un moment donné, tu te dises, OK, je suis son mentor? Comment est-ce que ça, à quel moment tu sais que tu es son mentor? Ou tu acceptes? oui, oui. Déjà, avant même d'entrer dans ça, il y a un truc que je voulais dire tout à l'heure que j'ai oublié. La seule différence qu'il y a entre les hommes, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre nous, c'est notre degré de volonté, la volonté qu'on met dans le travail ou bien dans ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, à l'école polytechnique, 20 personnes sortent du génie mécanique, par exemple, dans la même promotion, mais ils n'ont pas les mêmes envies. Okay. Tu vois un peu? Voilà. Donc, aujourd'hui, si tu viens vers un mentor sans envie, c'est-à-dire tu vas vers lui, tu dis, bon, vraiment, je voulais que tu m'aides. Il va sentir que tu n'es pas impliqué. Exact. Il va sentir ça, il va dire, bon, je veux perdre mon temps avec ce gars. Okay. Voilà. Donc, vraiment, il y a beaucoup du sien à donner. Idéalement, tu choisis un mentor qui, comme Cass dit, aujourd'hui, si c'est vraiment uniquement professionnel, je pense que c'est un coach qu'il te faut. Hein. Si tu veux un bon mentor, vraiment, c'est à l'église que c'est vrai que Cass et moi, on n'est pas très bien placés, mais je pense qu'à l'église, pour te baptiser, il y a un parrain, non? Oui, oui. Il y a voilà, d'un parrain. Voilà. Donc, il faut que tu aies quelqu'un qui soit ton parrain et ton coach. Okay. Je pense que les deux associés te donnent un bon mentor. Il y a une relation de confiance qu'il faut que vous créez entre vous deux pour que ça marche. Et toi, est-ce que tu fais une sorte de mise à l'épreuve pour savoir si le jeune ou le pas très jeune qui vient vers toi est vraiment susceptible de... Parce que je suppose que dans la relation lors du mentorat, il y a quand même une compatibilité humaine qui doit se faire. Et comment est-ce que toi, tu fais pour être certain que vous allez construire, bâtir une relation stable? C'est aussi une question que je pose à Aboubakar. Comment est-ce que vous procédez pour être sûr que demain, il n'y aura peut-être pas de problème sur le plan humain? J'avoue que moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct. C'est une de mes pratiques. Donc, je ne me mets pas de barrière. Je ne cherche pas à coacher le gars à mentorer le gars le plus fort. Moi, je suis sur le développement humain. On a dit tout à l'heure que le rôle d'un mentor, c'est de développer quelqu'un à son full potential. Ton full potential peut être de devenir Steve Jobs demain, comme ton full potential peut être juste de gérer ta présentation. L'idée à la fin, c'est de guider les gens. Moi, je pense que autant sur le plan familial, que sur le plan professionnel, que sur le plan de la vie en général, j'ai des mentors et je suis aussi mentor de quelques personnes. Sincèrement, je ne fais pas beaucoup de sélection. Par contre, j'oriente beaucoup les gens. Ça veut dire, si quelqu'un vient vers moi pour une situation particulière où je sais que je ne vais pas forcément être la personne la plus adaptée, j'essaie d'orienter la personne vers les gens les plus adaptés. Et maintenant, comme on dit, une relation se bâtit. Et si au fil du temps, je me rends compte que la personne est en train de porter quelque chose, voilà, la personne a des capacités pour lesquelles je peux vraiment l'aider à mieux se développer, je peux décider de travailler la personne. Comme ça peut aussi être que quelqu'un vient vers toi avec comme j'ai fait pour John Kerr, il aurait pu ne jamais répondre à mon email. Rien n'est lui obligé. Voilà. Et quelqu'un vient vers toi avec quelque chose de pertinent, d'intéressant, et avec un objectif précis qui va atteindre, tu décides de l'accompagner. Il faut toujours rappeler que
Vraiment, il faut faire la frontière entre le mentor et le coach. Quelqu'un peut venir vers toi pour se faire coacher. Okay. Coach-le et continue ta vie. Si tu sens que c'est une relation de mentorship, position ça dans la réflexion. Parce que le rôle du mentor, c'est de te faire réfléchir au-delà des exercices que tu n'aurais jamais imaginé. C'est ça vraiment le rôle du mentor. Je prends un exemple simple. Quelqu'un vient trop jeune pour une promotion. Que non, vraiment, dans l'entreprise où je travaille là, on ne peut pas. Tu te demandes simplement comment si aujourd'hui tu avais l'âge d'être promu, qu'est-ce que tu ferais donc pour avoir la promotion? Paf, il a shifté ton mindset. Et en répondant, tu te rends compte que OK. Et là, c'est tu n'as pas coaché, tu n'as pas appris comment, quelles sont les étapes. Non. Parce que moi, j'ai une citation que j'ai adorée pendant, que j'ai apprise à quelques mois, que j'ai adorée vraiment. C'était la dame qui a dit ça, c'est Nancy Klein. Elle disait que the mind that cause the problem cause the solution. L'esprit qui a le problème a la solution. Donc, et ton rôle en tant que mentor, si quelqu'un vient vers toi avec un problème, fais comme Einstein. Si tu as 1 heure à passer avec lui, passer 55 minutes à réfléchir au problème, pour que les 5 minutes qui vont suivre après, Voilà, et que tu puisses juste l'aider à suivre si elle implémente sa solution. OK. Voilà. Et aujourd'hui, on est en juillet 2021, quel est le petit bilan que tu as pour ce qui est des gens que tu as guidés qui potentiellement sont en train de devenir tes poulains? Comment est-ce que tu vois l'avenir les concernant? Bon, de mon côté, moi, j'ai eu la chance d'être mentor de quelques personnes. Mais je vais particulièrement parler de la personne qui m'a choisi comme mentor. C'est la chance de aussi un people qui s'est retrouvé à travailler dans la même gestion et la même compagnie que moi. Et la personne était dans un autre département. Moi, je suis au département des solutions. Je suis au département vente. C'était un petit peu qui est devenu un vendeur. Okay. Et puis, il y a eu une transformation dans ma boîte il y a quelques années. Et la personne devait changer de département. Donc, quitter notre département pour aller vers un autre département de vente, mais qui est un département de vente de masse, de B2B comme on était. Bon, comme je disais, c'était déjà tôt, je l'encadrais de temps en temps. Mais ce n'était pas encore une vraie relation de mentorship. À ce moment-là, quand j'ai analysé, j'ai compris que c'était devenu le mentorship. Parce que cette fois, il est venu vers moi avec un problème précis qui n'était pas du tout. C'était, voilà, on a envoyé quelque part, je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Je me rappelle, on a passé près d'1 heure de conversation à définir ce qu'il voulait, ce qu'il veut pour lui-même. Et puis à benchmarker entre ce qu'il faut aujourd'hui, ce qu'il fera demain, est-ce que ça change dans ses critères de réussite. Et au point où le gars est allé là-bas, il est le meilleur de cette direction. Okay. Donc voilà, moi, c'est l'une de mes fiertés, en fait. Donc pour les membres de notre communauté, sachez que Aboubakar est disponible. C'est le mentor qui va vous aider à devenir le meilleur, quel que soit l'endroit où vous êtes. Pareil pour... Non, mais n'hésitez pas. Non, je suis très content parce que ça conforte la raison pour laquelle vous êtes là. C'est que je savais déjà que vous étiez de très belles personnes. Et maintenant, je vois à quel point, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, à quel point vous rendez d'autres personnes encore plus belles. Et ça, c'est quelque chose qui est suffisamment rare pour le souligner parce que par les temps qui courent, c'est de moins en moins commun. Et c'est très intéressant. Je ne peux pas finir cette vidéo, cet enregistrement sans vous féliciter pour ça, pour déjà ce que vous avez commencé. Et je suis persuadé qu'avec le temps, vous pourrez aider encore beaucoup plus de personnes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et rendu à ce niveau, j'aimerais quand même vous demander, pour un jeune qui se lance dans le monde du travail, qu'est-ce que vous lui direz? Peut-être qu'il vient de sortir même de l'école. Qu'est-ce que vous lui direz concernant le mentorat? Quel est votre conseil que vous lui donnerez? Là, je pense que je vais prendre la parole, mais je vais faire un résumé. Comme il n'y a plus de temps, je vais prendre le cas de celui, mon mentoré le plus proche. C'est un jeune qui voulait faire de l'élevage, n'est-ce pas? Quand il est venu vers moi après son bac, on a parlé et puis j'ai dit, bon, tu sais, est-ce que tu peux payer ton transport? Tu pars à tel endroit,
voir une ferme bovine un peu. Comment est-ce que les gens font? Il me dit, il n'y a pas de souci. J'ai appelé un ami à la Sodepa, dans la Damawa. Il est allé, il a visité, il est revenu. En fait, je me disais qu'après avoir visité, il aurait vu comment c'est pénible, comment c'est difficile et autres. Peut-être qu'il se serait découragé. Et ça va, on se serait séparés en bons amis. Mais il est revenu vers moi, me dit, bon, voilà, il a vu et il est autant intéressé qu'au début. Okay. Je l'ai orienté vers une école. C'est ETA, c'est École de technique agricole. Il allait faire 6 mois. Quand il est revenu, on s'est assis et je l'ai un peu orienté pour avoir un petit financement. Et je l'ai aussi aidé financièrement pour qu'il commence une activité. Et aujourd'hui, il est, je pense, à un cheptel de 100 bœufs, en fait, environ. C'est-à-dire, c'est un jeune qui, au début, venait, je donnais des conseils, et il revenait avec des livrables, c'est-à-dire avec les résultats. Et ça donne la confiance, ça te met en confiance, ça vous donne une complicité, ça vous rapproche, voilà. C'est le mot que je cherchais. Ça vous rapproche. On s'est rapprochés parce qu'il en voulait. Il en voulait toujours plus. Pour être un bon mentoré, je pense qu'il faut montrer à son mentor qu'on en veut plus. S'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Et je pense que ça, c'est ce qui va créer la bonne relation saine entre les deux. Tu vois, aujourd'hui, je te parle d'un mentoré qui, pour moi, je trouve qu'il a réussi parce que il est à 2 ans, mais je pense que dans 10 ans, ça va être un géant de l'élevage. Ouais, et ça, c'est pas un ingénieur. Hein. Oui. Non, c'est très intéressant, c'est très, très intéressant. Donc, il avance, il évolue. Et même moi, le mentor, je suis content quand même de savoir que, voilà, par exemple, bon, je dis ça, il ne faut pas prendre ça mal. Hein. Il fumait, il ne fume plus. Il buvait, il ne boit plus. En fait, il s'améliore, comme tout le monde. Je ne dis pas que ceux qui boivent et qui fument ont raté. Hein. Non. Pas ça du tout. Mais voilà. Félicitations, vraiment. Félicitations pour ce travail. Félicitations pour cette personne. En fait, on continue, hein, on collabore et puis bon, ça marche. Je pense que quand le mentoré a envie, ça se passe facilement en fait. Et toi, Aboubacar? Alexis, pour répondre à ta question, moi je vais dire que lorsqu'on est dans le monde professionnel, il faut d'abord penser plus à donner qu'à recevoir. Ouais. Moi, je suis venu, par exemple, travailler en pensant que je vais trouver un mentor qui va m'aider à saisir des opportunités qui sont présentées, rencontrer de belles personnes qui peuvent m'aider et aller poser mes problèmes. Moi, je suis particulièrement quelqu'un de souvent un peu autodidacte, donc je ne cours pas trop vers les gens, mais quand je cours vers une personne, c'est parce qu'elle m'inspire. Je prends soin de ça, c'est mon cas. Okay. Mais je dis qu'il faut être prêt à plus donner. Donner, ça veut dire dans ton travail, tu dois te donner. Il faut vraiment donner. Il faut, par exemple, vous, en votre entreprise, il y a des gens parfois qui connaissent une formule Excel et qui refusent de montrer à leurs voisins. Il faut donner. Et en donnant comme ça vous fait des opportunités. Mais moi, ma plus belle expérience, et ce que je pensais à tous ceux qui rentrent dans le monde professionnel en tant que quelqu'un qui a été mentor et qui est devenu aussi mentor, c'est que souvent, quand tu commences à devenir aussi mentor, tu as l'impression que ça te fait ton temps. Mais à un niveau, tu apprends. Quand tu vois, par exemple, moi j'aime bien l'exemple d'Ousmane parce que moi, j'ai le même cas. C'est vrai que bon, on l'appelle Ousmane et moi, on a eu l'habitude d'appeler grand soutien. Donc, moi, ce qui est beau, lorsque tu commences à tourner plus, tu vois que tes horizons s'élargissent. J'aime ton exemple, parce que moi, aujourd'hui, je suis en train de mentorer un jeune homme qui a lancé une boîte d'assistance juridique, mais orientée technologie. Plein de personnes. Il m'est arrivé, par exemple, d'enseigner, parce que je voulais repérer des gens que je pourrais continuer à guider. J'ai fait des cours de design thinking gratuits à 2 ans. Je continue à ouvrir mon spectre. Et tu te rends compte à un niveau que toi, tu commences plus à apprendre. C'est l'exemple que Soutia disait tout à l'heure qu'à un moment, quand ton mentor sent que tu commences à avoir beaucoup de contenu, toi-même tu comprends que tu es un mentor. Donc, c'est la plus belle
C'est-à-dire, quand tu viens au boulot, il faut penser à, il n'y a pas de petites choses à donner, donc tu donnes, et tu auras les opportunités de rencontrer des gens qui te donnent aussi, et elle va vers eux avec des objectifs précis de ce que tu veux qu'ils t'enseignent. Et il faut toujours faire la différence quand tu viens pour quelqu'un te coach, qui a un cas précis. Il t'a coaché, ne force pas forcément à entretenir des discussions dans ton esprit. Et quand ça devient mentor, tu as des problèmes de carrière, des problèmes de vie, où il t'amène à réfléchir, à penser, et il t'inspire, et tu veux qu'il soit un modèle pour toi, et tu veux l'imiter, tu veux faire comme lui, ou alors tu veux qu'il t'inspire à son expérience pour que tu atteignes ton meilleur potentiel. Donc, il faut rester ouvert et ne pas en faire une exigence, une obligation. Moi, je voulais insister sur le fait qu'on ne doit pas rentrer au travail. Je dois absolument avoir un mentor pour avancer. Non. Okay. Si ça arrive, c'est bien. Sinon, donnez le meilleur de vous et ça va rien. Exact. Ça, c'est très bien dit. Merci beaucoup, Abaka. Merci beaucoup, Ousmane. On a passé une petite heure qui s'est trouvée vraiment très facile, très agréable. On a appris de vos expériences. Notre communauté va sûrement s'en inspirer dans le processus professionnel que chacun de ses membres a engagé. Nous espérons que beaucoup de personnes pourront trouver demain la réponse aux questions qu'ils se posent, soit auprès d'un coach, soit auprès d'un mentor. Nous vous souhaitons vraiment beaucoup de courage, beaucoup de belles choses sur les expériences que vous êtes en train de bâtir avec vos poulains et aussi avec vos mentors parce que vous ne l'avez pas explicitement dit, mais la relation avec vos mentors n'est pas achevée. Vous avez toujours des poulains. Et aujourd'hui, vous commencez à courir avec des poulains. Et on ne sait pas qui sont nos prochains mentors. Ça, ce sont nos mentors du moment, comme je l'expliquais. C'est vrai. Notre vie pour un mentor, pour apprendre, pour explorer un domaine. On est toujours ouvert. On ne pourrait pas trouver une meilleure personne pour parler de mentorat aujourd'hui. Et je ne peux que vous remercier à mon nom propre, au nom de la petite équipe qui travaille sur les webinaires qu'on organise chaque 2 samedis et au nom de notre communauté. Merci beaucoup. Et je vous rendez-vous à notre communauté samedi dans 2 semaines parce qu'on organise chaque 2 semaines un webinaire en ligne sur Zoom. Et chaque 2 semaines, on organise un salon audio dans notre chaîne Telegram. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.